Donc, nous allons voir maintenant donc, les 4 P. Les 4 P comme puberté, postpartum, post-pilule et préménopause. Oui, les 4 P, c'est juste un moyen mnémotechnique. Hein. Ça va. L'idée, c'est que maintenant qu'on sait décrire les choses en 3 saisons, en 3 temps, est-ce que ça va nous aider à comprendre l'ensemble des cycles de la puberté à la ménopause? C'est ça l'idée. C'est simplement donc de comprendre comment cette description va nous permettre de tout comprendre, en fait, la physiologie. On commence par la puberté, donc féminine, il s'entend. Je vous ai mis 4 temps. C'est un peu schématique, bien sûr, mais 4 temps. Un temps où il n'y a que du mucus, un temps où il y a le premier saignement, qu'on appelle les premières règles, un temps où il y a la première ovulation, et un temps où on a des cycles ordinaires. D'accord? Mais ces 4 temps, en combien de temps ça s'installe? Ça s'installe, je dirais, en 1 à 15 ans. C'est-à-dire que, j'exagère, en 1 à 10 ans. Il y a des personnes qui, dès 14 ans ou 13 ans, vont avoir des cycles quasiment comme d'autres femmes à l'âge à 25 ou 30 ans. Mais il y a des personnes qui, à 25, voire 27 ans, 28 ans, vont avoir des cycles tout à fait non, pas encore le top. Il y a des personnes qui n'auront pas leur top de cycle avant d'avoir même eu 1 ou 2 enfants. C'est qu'en fait, si vous voulez, il y a une progression dans la vie, au point que, ce qui est même très marquant, c'est que le corps jaune, par exemple, il s'améliore pratiquement jusqu'à 40 ans. Enfin, pas chez tout le monde, mais il peut s'améliorer. On voit des personnes qui, à 38-40 ans, un corps jaune bien meilleur que 5 ou 10 ans avant. C'est impressionnant. Donc, en somme, il ne faut pas avoir, une fois de plus, une vue trop mécanique. La puberté, c'est l'installation des cycles, peut être rapide, en 1 an, en 6 mois, en 2 ans, ou peut être lente. D'accord? Une jeune femme qui a des cycles encore différents de ce qu'on lui avait dit qu'elle aurait à 20 ou 25 ans n'a aucune inquiétude à avoir. Ça n'a rien d'anormal. Ça peut être casse-pied, mais ça n'est pas anormal. Et ça n'a pas d'inconvénient physiologique. Pas du tout. Donc, le premier temps, ce n'est que des épisodes de mucus. La petite fille vient trouver sa maman et lui dit « Est-ce que tu n'as pas une culotte à me donner ?» La maman qui sait va être délicate et lui dire « Mais bien sûr, j'en ai. » Et puis, elle a compris. Elle sait que maintenant, il faut avoir plus de petites culottes pour sa fille parce qu'elle entre à l'âge où la petite fille note que son sous-vêtement est amidonné un petit peu de temps en temps. Et c'est merveilleux. C'est parce que, de fait, son col commence à sécréter de manière alternative, c'est-à-dire elle fluidifie son bouchon muqueux par moment, ce qui signe qu'elle a des follicules qui vont tout de même assez loin. Parce que pour que ça se passe, il faut que des follicules fassent ce qu'on a dit, c'est que la granulosa ayant transformé les androgènes en estrogènes, les fasse sortir. Donc il faut que le follicule soit entouré de vaisseaux sanguins, que la thèque interne, la thèque externe soit bien vascularisée, ce qui signifie quand même des follicules de 10-12 mm. Alors, petite remarque. Les échographistes nous ont beaucoup appris en nous montrant que les petites filles ont parfois des follicules qui vont jusqu'à 10 mm. Une petite fille, une bambinette de 57 ans, parfois, elle a des follicules qui grossissent. Il faut se souvenir que les flots de croissance folliculaire ont toujours existé dès l'embryon. Pendant la vie embryonnaire, il y a des ondes de développement folliculaire qui ne vont pas très loin, mais il y a des ondes, ce qui fait qu'à la naissance,
il y a déjà beaucoup moins de follicules disponibles qu'au 3e mois. En effet, les follicules sont partis en croissance. Et dans toute la petite enfance, le phénomène continue. Et il est bon de se souvenir que notre sexe est le fruit d'un mouvement progressif. C'est-à-dire qu'on ne sort pas homme ou femme comme un pot sort d'un moule mécanique. C'est-à-dire on ne sort pas tout fait, pouf, c'est un garçon, pouf, c'est une fille. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on a des chromosomes dans toutes nos cellules qui font qu'on est un mec ou une minette. Et le fait de la masculinisation va se faire progressivement, et le fait de la féminisation va se faire progressivement. Notamment, les petits gars ont une action très forte des androgènes pendant au moins la première année. Donc le petit mec, il continue à se masculiniser au cours de la première année. Donc notamment, ça me paraît être une catastrophe de donner des hormones à une maman qui allaite. Parce que franchement, le petit, il se déguste des hormones à un âge où son équilibre hormonal est extrêmement précieux pour le masculiniser. Je ne dis pas que c'est la cata, mais c'est quand même pas le principe de précaution. C'est dommage quand même, c'est dommage. Si on peut faire autrement, il vaut mieux, parce que c'est quand même dommage. Le petit garçon a besoin de cette imprégnation androgénique qu'il a pour continuer à faire un petit mâle. Et ce sera vrai toute sa vie. L'homme devient homme progressivement. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, que la sécrétion testostéronique change dans la vie d'un homme. Et que si un homme, par exemple, s'occupe beaucoup de ses petits-enfants, un homme, il y a des petits bambins à la maison, et le papa s'en occupe beaucoup, sa progestérone baisse, sa testostérone baisse. Ben, ce n'est pas le temps pour lui d'aller à nouveau draguer sa femme pour avoir un nouvel enfant, ou aller au-devant. C'est un moment où il est plus tourné vers ses petits. Donc le fait de paterner diminue la testostérone. Il faut vraiment voir les hormones comme quelque chose, une respiration, c'est pas mécanique. Et la femme, pareil, c'est pas acquis pour toute sa vie, du moment même qu'elle a XX, ça y est, toute sa féminité est flamboyante. Non, c'est pas si simple. Tout le temps, toute sa petite enfance, elle va être colorée par sa féminité. Tant mieux si les mamans, les papas et l'entourage la poussent à être petite minette. Il ne faut pas croire que la société nuit à un garçon pour le masculiniser ou à une fille pour la féminiser. Vous pouvez nous aider à devenir ce qu'on est. Mais les hormones aussi participent. La femme a cette magie d'alternance de temps de repos, de temps d'imprégnation œstrogénique et de temps d'imprégnation progestéronique. Vous avez vu ce que ça fait à la température, ça la stabilise, mais ça a beaucoup d'autres effets, y compris humains. Une femme, elle vit ces oscillations, et à titre personnel, je rêve du temps où on aura trouvé une manière de réguler les naissances qui ne soit pas au prix du cycle. C'est quand même dommage, c'est quand même dommage. Parce que c'est dommage d'éteindre le cycle quand on peut faire autrement. Il vaut mieux le laisser faire et chercher petit à petit ce que ça apporte. Je veux dire que la petite fille, la voilà, qui a donc des épisodes de mucus. Et donc, moi j'ai eu 3 filles, ça a été le moment pour leur dire, tu vois, c'est merveilleux, ça veut dire que tout va bien et peut-être qu'un jour tu seras maman. Toujours est-il qu'il semble qu'il y a déjà tout ça qui est bien. Et puis un jour, elle vous annonce qu'elle a saigné. La plupart du temps, ces premières règles ne sont pas douloureuses. Elles peuvent être choquantes si on n'a pas prévenu, mais elles ne sont pas douloureuses. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas ovulatoires. La plupart du temps, il n'y a pas eu de transformation progestéronique de l'endomètre. Donc, après un épisode de glaire, il y a saignement de privation. La petite fille n'a pas ovulé, n'a pas transformé son endomètre. Donc, ce ne sont pas des règles. C'est pour cela que, de manière typique, j'ai mis les premières, entre guillemets, règles. C'est un saignement, ce n'est pas des règles.
Et puis un jour, vous êtes maman, on vous appelle du lycée, venez vite, votre fille est malade, elle a atrocement mal au ventre. Ah ben voilà, c'est une appendicite, ou je sais pas quoi, tout. Vous accourez, vous emmenez la petite à l'hôpital, on lui ouvre le ventre, enfin heureusement maintenant on fait ça plus délicatement, mais encore il y a quelques années on ouvrait carrément, cela ouvrait. Ma femme a vu ça, elle était aux urgences à Vienne, on ouvre, et qu'est-ce qu'il voit avec le chirurgien? Une belle ovulation. Hein, c'était donc en fait une douleur ovulatoire, hein, et pas une appendicite. Et notamment, ce qui est fréquent, c'est que la fille a pour la première fois des règles. Et c'est sûr que ça fait mal, éventuellement. Parce que si le corps jaune est court, comme je l'ai mis ici de manière stigmatisée, les premières règles peuvent être violemment douloureuses. C'est pas sûr, mais elles peuvent être violemment douloureuses. En fait, ce sont ces premières règles. Donc les premières règles arrivent bien souvent après plusieurs saignements, voire après plusieurs années de saignement. Hein, ce n'est pas une anomalie. Et puis, petit à petit, les affaires se stabilisent et elle a un bon corps jaune qui lui permettra d'accueillir un petit enfant. Et comme je vous le disais, bien souvent, le corps jaune va s'allonger longtemps jusqu'à l'approche de la préménopause, ou au contraire, il se raccourcisse. Voilà donc pour... je vais peut-être passer au postpartum pour ne pas être trop long, parce qu'on a déjà vu le genre de dessin que j'ai mis. Le postpartum. Alors, j'ai énormément travaillé sur le postpartum, on a publié aussi. Le postpartum, donc, c'est le temps qui suit l'accouchement. L'accouchement, c'est la fin d'un cycle fécond. Le cycle, si j'ose dire, il fait 1 mois ou 9 mois et demi. S'il est fécond, il fait 9 mois et demi. Et donc, le postpartum commence au moment de l'accouchement et durera de manière variable. Hein, il peut durer, mais toujours est-il que le postpartum, c'est, je vais te dire que c'est un temps très particulier, c'est le temps de maternage. Donc, le corps est organisé pour materner, c'est-à-dire que c'est la deuxième partie de la gestation. Si j'ose dire, c'est la gestation hors du corps de la maman. Et une gestation, c'est une prise de soin pour permettre au petit de démarrer, où il est bon que le papa et la maman soient tous les deux là, parce que c'est une grande aventure. Alors, regardez bien dans l'évolution des espèces. Il est absolument frappant de voir que même des mammifères qui sont déjà très évolués, je pense le petit cheval, le petit du cheval se met debout dans les minutes ou les heures de sa sortie. Le petit de l'homme, ça va prendre des mois, voire notre fille aînée, 2 ans, hein, pour se mettre debout, enfin marcher quoi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier, donc de très précieux, qui fait que ce temps est long. Et c'est un temps c'est incroyable. On pourrait passer une semaine, j'ai donné des cours comme ça à des gynécos qui avaient 3 jours, on a travaillé 3 jours là-dessus, il y a beaucoup à dire, mais on va essayer de résumer. Donc toujours est-il que quand l'accouchement se fait, il y a un temps de latence, particulier qu'on appelle l'effet rémanent de la gestation. Il y a une chose qu'on appelle l'effet rémanent de la gestation. C'était publié il y a un peu plus de 20 ans. L'effet rémanent de la gestation. C'est-à-dire que physiologiquement, il faut un moment pour que le corps soit à nouveau en état de donner des cycles ordinaires. L'axe hypothalamo-hypophysaire n'est pas tout de suite dans le même état qu'avant. C'est un effet rémanent de la gestation. Cet effet rémanent de la gestation, il dure environ 3 mois. Très fort au début, puis il diminue après. Et il y a un deuxième effet, c'est le maternage et la succion agissent sur l'axe hypothalamo-hypophysaire.
Vous savez, il y a un vieux truc, c'est le syndrome du facteur. Est-ce que vous avez appris le syndrome du facteur? Le syndrome du facteur, c'était des facteurs qui se mettaient à materner. Donc ils s'arrêtaient dans la maison pour s'occuper des petits. Ils devenaient tous très attachés aux enfants, à s'en occuper, tout est voué pour les enfants. Et en fait, c'était parce que la bride du sac leur frottait le mamelon et ils faisaient un adénome à prolactine. Et ils avaient l'axe hypothalamo-hypophysaire d'une maman. Ils se mettaient à dorloter. Vous comprenez ça? Donc en fait, l'allaitement n'est pas que quelque chose pour nourrir. Voilà. Alors, dans ce que je vais dire, il y a des choses favorables à l'allaitement. Mais ne croyez pas que ce que je suis en train de vous dire, c'est un ayatollah, il faut absolument allaiter, il faut absolument allaiter. Ce n'est pas du tout mon message. Je vous raconte de la physiologie. Toujours est-il que, il se trouve que la physiologie veut que quand il y a succion, il y a aide au maternage. Il y a aide à prendre soin de l'enfant. Et franchement, je sais pas, personne n'a eu d'enfant encore. Quand un enfant ne dort pas, par exemple, il faut vraiment avoir des choses qui nous aident à ne pas craquer, quoi. Donc en fait, l'allaitement fait partie des choses, il y en a bien d'autres, qui nous aident à avoir envie de materner. Mais aussi la rondeur. Est-ce que vous êtes d'accord que le bébé est tout en rondeur? Les formes. Et ce n'est pas vrai que pour l'homme, ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des expériences, certaines ont été faites à Lyon, où on donne un pseudo-petit à un animal et on modifie sa forme. Et on quantifie les actions de maternage. Et en fonction de la forme, il y a plus ou il y a moins d'actions de maternage. Donc les formes du bébé, les équilibres entre les yeux et le menton, etc., le poupon, quoi, il est fait pour nous aider à materner. Il déclenche chez nous des soins, l'attitude de soin, prendre soin. D'accord? Donc, cela, c'est pour dire que l'axe hypothalamo-hypophysaire va être modifié par la présence même de l'enfant. Si le bébé dort dans la même pièce ou s'il dort dans une pièce à côté, on n'a pas tout à fait les mêmes circuits hormonaux, les mêmes cycles hormonaux. Si on voit le bébé de ses yeux, on n'a pas le même circuit hormonal. L'odeur du bébé, il y a des phéromones. L'odeur du bébé, les bébés, vous êtes d'accord que ça sent le bébé, hein? L'odeur du bébé est phénormone pour nous aider à avoir envie de s'en occuper. Et la succion est là pour nous aider à s'occuper du bébé. Et la succion participe à modifier le cycle de deux manières. Directement par la succion elle-même et par la prolactine. C'est deux choses différentes. Tous deux. Donc la succion elle-même, comment on le sait? Eh bien, il y a eu des expériences chez le grand singe où on a bloqué la progestérone, on a laissé que la succion, on a vu ce qui se passait. Et la succion seule modifie le cycle. Donc quelque part, le cycle est mis au repos par la succion. Donc, le retard de démarrage du cycle après un accouchement se fait de deux manières, au moins de deux manières, par l'effet rémanent. Ça, c'est quoi qu'on fasse, il y a un effet rémanent qui retarde, ça retarde plus ou moins, et la succion. Or, l'effet rémanent est propre à la femme. L'effet rémanent est propre à la femme. Il y a des femmes qui ont un gros effet rémanent, d'autres qui ont un petit effet rémanent. Ce qui fait que dans des peuples, par exemple à Haïti, on dit qu'il y a des femmes aux pieds courts et des femmes aux pieds longs. On appelle femme aux pieds courts une femme qui a des petits, tous les uns derrière les autres. Elles ont beau allaiter, elles n'ont pas d'effet rémanent, elles ont peu d'effets rémanents et peu d'effets succion. Elles conçoivent pendant l'allaitement. C'est les femmes aux pieds courts. Et il y a les femmes aux pieds longs. Elles donnent la moindre tétée et elles n'ovulent pas. Ce qui fait que vous voyez des femmes qui ont espacé leur naissance. Moi, j'ai des données de certains pays. Vous savez, les femmes allaitent 2 ans, voire plus.
j'ai des données du Népal avec des allaitements jusqu'à 4 ans. Enfin, on ne vit pas au Népal, nous, hein, mais c'est pour dire, c'est très variable. Hein. Des femmes qui allaitent 3 mois, des femmes qui allaitent 2 ans, 1 an, 2 ans, 4 ans. 4 ans, moi, ça me fait bizarre, mais je suis français. Hein. Et donc, du coup, on voit les espaces intergénésiques entre enfants, sans régulation de naissance. C'est très intéressant de voir que finalement, il y avait, les démographes avaient fait un travail il y a quelques années, mais on dit que l'effet rémanent de la gestation et la succion, c'est exactement en volume équivalent à toute la contraception mondiale. C'est que pour 100 effets de blocage, pour 100 effets d'espacement des enfants, il y en a la moitié qui sont dus au postpartum et la moitié qui sont dus à la contraception. C'est des calculs un peu de boutiquier, mais c'est pour dire que cet effet du postpartum est important. Bien, alors je vous ai décrit 3 choses du postpartum, c'est un peu rapide. Le premier, c'est que les règles d'un accouchement sont plus longs que les règles d'un cycle sans conception. Ça s'appelle les lochis. Les lochis, c'est les règles d'un accouchement fécond. Ça dure, ça peut durer 30 jours, hein, ça dure volontiers 3 semaines, 2 semaines. Enfin, il y a une sage-femme ici, j'ai honte de donner un cours sur des choses qu'elle connaît mieux que moi, mais toujours est-il que les lochis, c'est des règles qui durent longtemps. Il peut y avoir un petit retour de lochis vers le 40e jour, le 45e jour, comme un petit retour de couche, un faux retour de couche, qui serait peut-être tout simplement comme des chutes de croûte d'une cicatrisation. C'est un faux retour de couche. Donc on a coutume à l'OMS, enfin dans les gens qui travaillent sur l'allaitement, on ne considère pas comme retour de couche ce qui se fait avant le 50e jour. Ce sont des rechutes de lochis. Bon, et puis après, eh bien, je vous ai mis ce qui se passe, c'est que vous voyez des épisodes de glaire. Le premier, rien. Le deuxième, suivi du retour de couche. Parce qu'à la suite d'un épisode de glaire, eh bien, la femme saigne. Ce n'est pas des règles, mais elle a saigné. 1 fois sur 2, en moyenne, le retour de couche, ce ne sont pas des règles. C'est juste un saignement. Et puis après, vous voyez, le deuxième cycle, le corps jaune, enfin la fin du premier vrai cycle, après le retour de couche, le premier corps jaune est volontiers court. Et puis le deuxième commence à être plus long. Nous, on a quantifié, on a publié ça il y a quelques années, la durée du corps jaune, elle continue à se rallonger pendant à peu près au moins 6 cycles. Le corps jaune se rallonge progressivement. Mais plus on a allaité longtemps, plus le corps jaune sera normal vite. Le postpartum 2, je vous ai mis un cas où, dès le retour de couche, il y a eu ovulation, mais avec corps jaune court. C'est pour cela que, comme en général, le corps jaune, le retour de couche, c'est soit des saignements, soit un corps jaune court, c'est pour cela que cela explique physiologiquement ce qu'on appelle en français la MAMA, en anglais la LAM, Lactational Amenorrhea Method, c'est-à-dire que si une femme allaite complètement les 6 premiers mois, tant qu'elle n'a pas son retour de couche, elle a moins de 2% de chance de concevoir un enfant. Parce que dans moins de 2% de chance, son premier décalage donnera son premier événement avant le retour de couche donnerait une ovulation avec un corps jaune suffisant. Donc, dans plus de 98% des cas, soit le retour de couche c'est un saignement, soit c'est un corps jaune très court. C'est pour ça, donc, à cause de ça. Je vous ai mis un cas 3, c'est l'exception, le postpartum avec un retour de couche qui suit un beau corps jaune. Alors là, la femme aurait pu concevoir. C'est des femmes qui ont 2 enfants de suite sans voir leurs règles. Ça existe, ça c'est sûr, on en a vu. 2 grossesses de suite sans voir leurs règles. Donc pas de retour de couche, mais c'est rare. Voilà, je pense qu'on a fait la page 4 et on peut finir pratiquement, enfin, faire la préménopause. Donc, la préménopause, temps très particulier. Vous savez que la ménopause,
c'est une affaire humaine. Ça n'existe pas chez les mammifères inférieurs où c'est une affaire humaine. Qu'est-ce que l'évolution a fait pour nous préparer la ménopause? Ça mérite réflexion. Il y a sans doute des choses qu'on va découvrir petit à petit. Donc la ménopause, c'est ce temps où la femme ne peut plus concevoir d'enfants et le couple peut continuer à se dire son amour sans concevoir des enfants. Donc c'est très particulier. Et la préménopause, donc c'est à partir de quand ça commence la préménopause? C'est difficile à dire parce que c'est un phénomène continu. Toujours est-il qu'on appelle périménopause les années qui précèdent la ménopause et l'année qui suit la ménopause. Ça, c'est la périménopause. Mais la préménopause, c'est les années qui précèdent la ménopause. À partir de quand ça commence? En anglais, premenopausal woman, c'est simplement quelqu'un qui n'est pas ménopausé. Donc, vous, toute jeune que vous êtes, faites partie des premenopausal women. C'est avant et après. Tandis que nous, en France, préménopause, c'est les temps qui précèdent la ménopause. C'est-à-dire que cette personne a des cycles qui ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Qu'est-ce qu'ils ont donc de particulier? Ils s'en vont comme ils sont venus. C'est-à-dire que souvent, on voit apparaître, par exemple, des cycles courts. Je vous ai dit pourquoi. Les follicules de réserve, il n'y en a plus beaucoup, ce qui fait que la sélection du follicule qui va ovuler se fait très vite. La sélection est très rapide. Et donc, les taux d'inhibine font que la FSH est très très haute. Et donc, stimule tout ça très très vite. Il faut accélérer, il faut se dépêcher. Et donc, la FSH est très haute et les follicules sont choisis en 1, 2 ou 3 jours. De toute façon, il y en a peu. Le choix, il n'y a plus que 2 ou 3 ou 4 follicules parmi lesquels il faut choisir celui qui va bien répondre à la FSH. Et celui qui répond bien à la FSH, ça sera le follicule ovulatoire et écrase les autres. Donc, c'est le dessin qu'on a mis en premier. Le deuxième, c'est qu'il y a des tentatives qui échouent plus souvent qu'avant. Donc, c'est des tentatives qui échouent plus souvent qu'avant. Et soit simplement, une semaine après ou 2 semaines après, ça repart et la deuxième réussit. Et on voit apparaître des corps jaunes qui sont courts, alors qu'avant, ils étaient plutôt à s'allonger. Avec le temps, les années, ils s'allongeaient plutôt. Puis là, subitement, on en a des courts. Et voire même, la troisième ligne, on voit apparaître un corps jaune extrêmement court, ou bien, carrément, après un épisode de glaire, il y a un saignement de privation, il n'y a pas ovulation. Et enfin, petit à petit, un dernier saignement. Un dernier saignement, il n'y aura plus de saignement, après, il n'y aura plus que des épisodes de mucus. Et puis petit à petit, disparition du mucus, parce qu'il n'y a plus de follicules, qui vont jusqu'à la taille où la sécrétion d'estrogène passe dans le sang. Et c'est donc la fin des réserves ovariennes. Voilà. En quelques mots, le post-pilule. C'est assez clair, le post-pilule. Je vous ai mis des exemples. Mais le post-pilule, si vous voulez, de la même manière que le postpartum, c'est un redémarrage. Le post-pilule, c'est un redémarrage. Une personne avait les ovaires bloqués. Plus elles sont bloquées, franchement, mieux c'est. Parce que si la pilule ne bloque pas assez, les follicules se développent un peu, s'atrésident, et les tecs internes restent, ne sont pas bien détruites. Et donc, les cellules partent dans les cellules interstitielles. Et à ce moment-là, la femme commence à avoir des signes androgéniques parce que les cellules de la tech ont des capacités de sécréter des androgènes. Et donc, en fait, si on a une pilule pas assez franche, pas assez forte, eh bien, on a des follicules comme ceux-là on a des follicules qui s'atrésient, qui se développent, s'atrésient, et des résidus de tech interne dans le tissu interstitiel. Donc c'est ennuyeux. Donc c'est pour ça qu'il faut que les pilules soient assez fortes si on veut éviter ce phénomène. Et c'est aussi probablement pour ça qu'on n'arrête pas de dire « Ah oui, mais
telle dame, elle a une ovarite micropolycystique. J'y crois pas du tout, pas du tout. Simplement, elle a beaucoup de petits follicules, mais c'est pas il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac, c'est simplement qu'elle a pris la pilule et voilà, et donc du coup, bon, bah, elle a un peu beaucoup de follicules, mais ça va se remettre dans l'ordre, c'est pas dramatique. C'est pas comme l'ovarite polykystique, la vraie, avec des signes d'androgénie, des problèmes de pilosité casse-pied, des problèmes casse-pied. Ouais, là, d'accord. Mais le reste, c'est plutôt simplement des conséquences d'une pilule pas tout à fait assez endormissante. Est-ce que ça va? Donc, la personne qui arrête sa pilule, ça va reprendre un petit peu, entre guillemets, comme après un accouchement. C'est-à-dire qu'il y aura un certain effet rémanent. C'est-à-dire que cet effet rémanent, il peut durer plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, ça ne va pas tout à fait comme ça allait avant. Mais pas tous les coups. On peut très bien concevoir un petit enfant dès qu'on arrête la pilule. Mais ce qui est frappant pour l'après-pilule, c'est que après accouchement, ça va de mieux en mieux. Tandis qu'après pilule, ça peut aller bien et ça se détraque. Ça, alors là, c'est un mystère. Nous, j'ai fait faire une thèse sur le post-pilule, on en avait mis plus de 100. Et ce qui nous a choqué, c'est que ça ne va pas de mieux en mieux de mois en mois. On va avoir un joli premier cycle, et puis après, boum, badaboum, le cycle n'est pas satisfaisant. Probablement que c'est le problème. Enfin, je ne sais rien, on ne sait pas, mais c'est probablement partiellement ces problèmes qu'on a évoqués sur des ovaires qui sont pas complètement mis au repos et qui malheureusement du coup posent problème pendant quelques temps. Deuxièmement, le col a été modifié par la pilule et donc il faut quelques temps pour que le col redevienne vraiment au max de ses possibilités avec des cryptes. Les cryptes sont un peu abîmées, enfin abîmées, bébifiées si j'ose dire, par la pilule. Peut diminuer. Il y a des images il y a eu des publications qui ont montré que donc les cryptes d'une femme qui prend la pilule sont un peu moins développées. Et donc il faut quelques temps pour que ça se redéveloppe. Mais en fait, franchement, l'après-pilule, ce qui est dommage, c'est surtout les infections que les gens ont contractées pendant la pilule. S'ils n'ont pas contracté d'infection, bien souvent, ça reprend, tout dans l'ordre. Et puis si ça ne reprenait pas, heureusement, la médecine est efficace pour ça. Et une femme qui n'ovule pas après pilule va se retrouver, être soignée, et on va réussir à lui redonner des cycles, et elle aura des enfants. Donc le tout quand même sous pilule, c'est de ne pas aller chipper une infection des trompes qui vous bousille les trompes, quoi. C'est trop dommage. Mais autrement c'est de la dysovulation. Bon, je n'ai pas tout dit, hein. Il y a aussi des problèmes d'hyperprolactinémie ou des problèmes comme ça. Enfin, il y a plein de petits problèmes, mais qui vont nécessiter des soins délicats et progressifs. Nous, on a tendance, dans la thèse qu'on avait fait faire, 7 cas sur 10, le premier cycle est ovulatoire, mais les suivants peuvent être dysovulatoires. Et 3 cas sur 10, le premier cycle se passe franc mal, à peu près, dans notre expérience. Mais je ne peux pas prétendre, moi, avoir des dossiers très récents, en grand nombre. Et il faudrait voir des travaux très récents. Il y a eu un autre travail publié en Allemagne il y a quelques temps, mais il faut continuer à faire des travaux parce que, quand on dit post-pilule, quelle pilule? Parce que les pilules d'aujourd'hui ne sont pas les pilules d'il y a 10 ans, ne sont pas les pilules d'il y a 20 ans, ne sont pas les pilules d'il y a 30 ans. Donc il faut faire très attention. Donc dans ce que j'ai dit, il peut y avoir des choses imparfaites si les pilules plus récentes donnent moins de ces troubles-là. Voilà, c'est comme ça que nous terminons ces 4 cours simples de présentation du cycle féminin. Cycle féminin présenté comme des saisons, avec donc tout ce qui peut se passer en fonction des temps de la vie et des événements de la vie, la grande diversité. Je pense qu'il est important de garder à l'idée que le cycle féminin est quelque chose de précieux et quelque chose qui sera de mieux en mieux connu au cours des années à venir grâce à une attitude plus attentive,